messieurs, bonsoir. L'invité du mois n'est pas un habitué des caméras de télévision. On peut dire même qu'il se cache. Il a fallu du temps pour convaincre l'hôte du jour des affaires de la cité. Boubacar Camara, monsieur Génération Y, bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Mamadou, merci également de m'avoir invité. Vous êtes le président du conseil d'administration de la SOCOSIM, ancien directeur général de la douane, ancien inspecteur général d'État. Et puisqu'on est mieux raconté que par sa mère, voici les portraits et traits de Boubacar Camara, un document de Dieynaba Seydou. C'est avec un sourire soutenu et taquin que Tako se souvient de son fils Boubacar, le petit garçon chétif et adorable qui faisait tout pour éviter les corvées. Pour liggéey kii seen papa maçon la ñun ñëpp dañ daan yenu ay bagages di dem di liggéey bu papaam di liggéey mu daw ni moom du nekk maçon dafay daw bu ko defee ma wóor ko di ko ba mu ñëw dóor ko ba mu bëgg a ne ko sa papa li mu doon nga ne doo ko doon ah xale yaa ngi nii di dem mu ne ma yaay man dama àttanul bi rek sama loxo yi big rek la àttan. Sa mère en rit aujourd'hui et c'est parce que Boubacar Camara a bien changé. Ce soldat de deuxième classe qui a gravi les échelons jusqu'à être un inspecteur général d'État est un dur à cuire. Breveté à l'École nationale d'administration section douane, la douane d'ailleurs, Boubacar l'a dirigé d'une main de fer, avec à la clé une performance reconnue. C'est un professionnel passionné, ouvert avec une grande capacité d'écoute, courageux, déterminé et désintéressé. C'est quelqu'un qui a le sens du partage, qui a le culte du résultat, qui a le culte des valeurs du Sénégal vrai. Là, je parlerai de son défaut que je connais. C'est un homme extrêmement têtu. Mais je pense que tout ça, c'est dans le bon sens. C'est pas quelqu'un qu'on influence, il faut le convaincre. Et il a une grande capacité d'écoute et quand il écoute quelqu'un, il l'écoute religieusement, correctement, courtoisement. Et s'il sent qu'il y a un blocage, il peut arrêter. C'est un visionnaire. Il a des idées, il les développe en écoutant tout le monde, au besoin, mais en plus, il est travailleur. Très critique envers sa personne, Boubacar Camara est un homme raffiné qui aime bien évoluer dans le chic et le design sur mesure. Mais ce n'est pas pour autant qu'il oublie les valeurs qui font de lui l'homme qu'il est. Boubacar Camara n'a pas peur de reculer pour mieux sauter. Un état d'esprit qui est peut-être la conséquence de l'éducation rigoureuse que lui a inculqué ses parents, en particulier sa mère. Dëgër gi yaroon ko pour bañ bëggul mu baax booba dama bëggoon mu baax xam nga boo yaree sa doom danga ko yar papaam bi ko jur janoo naa man ne ma boo juruloon Boubacar dinaa la génn kër gi ndax ni nga koy def soo ko juruloon dinaa la génn kër gi ndax moom ndax ni nga koy def danga mel ni juruloo ko booba bañu ma ko dama ko bëggoon lii laa ko bëggaloon bu baax rek laa ko bëggaloon ba mu juddoo ba toll ni mu toll sama rongoñ mësul dal sama dënn ndax moom mësuma jooyloo su ma ko ne woon tey Boubacar mu naa ma ne ko suba dama bëgg nga àjjil ma asamaan xam nga kenn mënu ko waaye dina ma ne dinaa ko àjji bu suba pour bëgg lu ma neex. Né le 26 juin 1958, Boubacar Camara est inscrit au barreau en France comme avocat à la Cour d'appel de Paris. C'est un monsieur qui veut combattre l'injustice et promouvoir la politique de développement. Et c'est pour cela d'ailleurs que les jeunes de Grand Yoff, quartier de son enfance, en font une référence. Ce n'est pas nous qui en faisons un modèle, il l'est. Il l'est par sa simplicité, il l'est par sa courtoisie, il l'est par sa disponibilité. Bon, je peux citer encore d'autres qualités qu'on peut trouver en lui. Je n'ai pas envie de verser dans la flatterie. Mais j'ose dire que s'il y avait des gens comme lui qui font ce qu'il fait actuellement dans Grand Yoff n'en serait pas là. Je ne sais pas si ça suffit comme témoignage. Boubacar Camara, président du conseil d'administration de la SOCOSIM, a beaucoup de cordes à son arc.
En plus de ses fonctions administratives, il évolue dans le pétrole, le ciment et l'énergie solaire. Il est aussi expert maritime cargaison. Boubacar, un homme de culture, un homme de cœur qui traduit ses opinions à travers des poèmes qui touchent souvent des sujets d'actualité. Et souvent, il écrit avec émotion des mots pour extérioriser ses sentiments. L'amour incommensurable pour sa maman, Matako, se traduit comme cela. dëkk di faj dëkk di aar li nga àttan ci doom mburu ñemewu ko ci taal maa takko yaa jara woy maa takko yaa jara kañ. Boubacar Camara, enfin vous sortez de l'ombre, on découvre un côté qu'on ne connaissait pas de vous. Vous êtes un poète, mais poète pour sa maman seulement. Merci de m'avoir invité, merci de m'avoir donné cette occasion également de m'adresser aux téléspectateurs et surtout à la jeunesse. Merci de me permettre d'être en face d'invités qui viennent d'horizons divers. Merci de tout ça. L'expression d'un sentiment, pour moi, se fait de la façon la plus parfaite à travers un poème. Et ce n'est pas seulement pour ma mère. J'ai fait un poème pour mon père. On n'en a pas beaucoup parlé. Et ma mère m'a beaucoup surveillé. Elle a été très dure pour moi. Mais mon père m'a beaucoup influencé. Il m'a influencé. Il m'a surtout donné des leçons de vie, de sagesse, de persévérance. Parce qu'il a commencé petit pour terminer dans des fonctions importantes à la direction des travaux maritimes dans les forces françaises du Cap-Vert. Il a commencé petit à faire des cours du soir. Il m'a inspiré pour ça, mais surtout, il m'a appris à ne pas ternir les éclats de la dignité. Poème pour ma mère, pour mes parents, poème également quand j'exprime ce que je ressens, quand je vois des jeunes emprunter les voies dangereuses de la mer, poème quand je vois les populations traverser des difficultés dans tous les domaines. J'aime exprimer ce que je ressens à travers des poèmes. Poème et sûrement aussi action. La génération Y, c'est quoi? Quelle est la vision? Quelle est l'ambition derrière? Alors, la génération Y, c'est un concept qui est né depuis fort longtemps. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a connu les baby boomers, parce qu'après le retour des combattants, il y a une période de forte naissance, ce qui se comprend. Et ces baby boomers qui sont nés autour de 1945 jusqu'en 1965, on considère que c'est une génération qui a assisté aux 30 Glorieuses, avec un développement, le plan Marshall, etc. Et ensuite, la crise a commencé à s'installer. C'est en ce moment-là que Douglas Coupland a fait un livre sur la génération X, pour dire que c'est cette génération qui va se confronter à la crise environnementale, au chômage de masse, aux problèmes d'environnement, de sida, de maladies, etc. Cette génération a été très, très éprouvée. Et après cette génération, on a commencé à parler de la génération Y. Y parce que c'est l'interrogation, c'est le why en anglais. Y parce que c'est une génération connectée. Y, c'est un peu l'image de l'écouteur vissé aux oreilles qui forme un Y sur le torse. Y, c'est également une consonne extraordinaire qui peut être utilisée comme voyelle. La génération Y, n'est-ce pas commode d'utiliser ce terme pour désigner cette jeunesse-là qui est à la fois inquiète, qui essaie de comprendre son monde et qui essaie de s'engager pour s'en sortir. L'ambition justement de ce mouvement, c'est de permettre à tous les jeunes de comprendre l'importance de la réussite professionnelle avec l'aide des anciens, donc de bâtir une plateforme de transmission générationnelle
Parce qu'on ne leur parle pas beaucoup. On ne les écoute surtout pas. Donc, lorsque les anciens arrivent à un certain niveau de maturité, ils doivent partager avec les jeunes. On ne les corrige pas en les critiquant. Donc, les aider à réussir, les aider à s'organiser à travers l'entrepreneuriat et ensuite faire en sorte que les autorités prennent en compte leurs préoccupations. Grand Yoff, votre quartier, on l'a vu dans le portrait signé Dieynaba Seydouba, que vous constituez une référence pour les populations de ce quartier de Dakar, mais GY, ça renvoie justement à Grand Yoff. Ça donne aussi Génération Y. Vous y avez pensé? C'est une belle coïncidence. Je l'ai remarqué bien après et je me suis dit, c'est tant mieux. Mais l'idée, ce n'est pas de monter un mouvement pour Grand Yoff que j'aime, que je chéris, et Grand Yoff qui est l'exemple type qui montre que quel que soit l'environnement dans lequel un jeune baigne, il a la possibilité de réussir s'il se bat. Vous baignez dans le pétrole, l'énergie, le ciment, l'expertise maritime, la douane, l'inspection générale d'État. Qu'est-ce qui fait rire finalement Boubacar Camara? Alors, je ne baigne pas dans ces matières. C'est en général un concours de circonstances qui me pousse à dire pourquoi pas. Mais fondamentalement, je veux être un homme libre. Et un homme libre doit avoir plusieurs cordes à son arc. Un homme libre qui agit sur la base de ses propres convictions doit essayer d'être indépendant et de pouvoir recommencer. C'est pour ça que chaque fois qu'il a été possible, par un coup du destin, que je m'intéresse à un secteur, je l'ai fait. J'ai commencé par être officier de marine marchande et j'ai foncé jusqu'à l'expertise maritime. J'ai dit, c'est une spécialité qu'il ne faut pas perdre. Je ne l'ai pas perdue. J'ai commencé mes études de droit. J'ai dit, il faut continuer. Je suis allé jusqu'au doctorat pour la consécration. Je considère que lorsque vous engagez un chemin, il faut aller jusqu'au bout, sortir par le toit. Je ne connais pas l'abandon. Et le pétrole? Le pétrole, parce que quand je faisais justement... Camara a des puits de pétrole? Les puits de pétrole, j'en entends parler assez souvent, d'ailleurs trop souvent. Ces derniers temps, je n'ai pas de puits de pétrole. Quand j'ai fait mon brevet de l'ENAM, j'avais travaillé sur le contrôle douanier des produits pétroliers. Et j'ai shifté sur l'expertise maritime, sur les produits pétroliers, et je considère que c'est un domaine extrêmement important. Très bien, on y reviendra au cours de cette émission. Le pouvoir actuel est un grand adepte des chiffres. Nous parlions tout à l'heure de la génération Y. Cette génération, justement chère à Boubacar Camara, cherche emploi. Suivons le reportage de Pape Faraning, Khadim Sissé. C'est l'insertion professionnelle qui reste, qui pose problème. La politique emploi, un micro-sondage qui démontre que la deuxième alternance a encore du boulot dans la politique de l'emploi des jeunes. Le nombre de demandeurs d'emploi ne cesse de croître année après année. Vu qu'aussi la demande de l'emploi est très forte. Donc, il est normal que les étudiants ou bien les personnes voulant chercher du boulot viennent auprès de l'agence pour essayer de trouver du boulot. Grâce à certaines structures, d'avoir des prestations à durée déterminée et leur permettre aussi de s'insérer dans le monde de l'emploi. Une problématique difficile à résoudre, l'absence de recrutement dans la fonction publique n'aide pas. Également, il faut leur faciliter l'insertion. Et à ce niveau également, nous sommes tous conscients que l'emploi salarié présente des limites. Tout le monde ne peut pas être salarié. Si vous prenez les effectifs de la fonction publique sénégalaise, elle ne dépasse guère
200 000 postes de travail, alors que vous avez chaque année plus de 200 000 demandeurs d'emploi. Le secteur privé, c'est dans les mêmes proportions, alors qu'on a une population en âge de travail qui est très, très intéressante. La situation est plus critique. Même les diplômés peinent à trouver des stages afin d'obtenir l'expérience requise pour avoir un emploi. Donc ça veut dire que c'est une discrimination qui a été faite en faveur des employés des études d'huissiers et des clercs en exercice au détriment des diplômés des facultés de droit qui ont le niveau requis et qui ont le diplôme également requis pour pouvoir postuler à ce concours. Bon, comme je le disais tantôt, l'État a mis en place un dispositif d'accompagnement des jeunes qui cherchent une première expérience en entreprise. C'est la Convention nationale État-employeur pour l'employabilité des jeunes. Et chaque année, ce n'est pas moins de 875 millions que l'État met à notre disposition dans le cadre de notre budget pour accompagner ces jeunes. Le directeur général de l'ANPEJ énonce une solution. Il invite les jeunes à proposer des projets. Nous sommes à plus de 2000 jeunes qui sont bénéficiaires de nos financements à travers les différents projets qui ont été soumis au niveau de nos guichets. Sans compter bien évidemment les emplois qui seront créés par le financement de 3 milliards que le président a bien voulu mettre à nos dispositions. Sans compter aussi les financements que le PAPEJ est en train de donner, que d'autres structures de l'État sont en train de donner. Ces étudiants sont plus qu'inquiets après leur cursus scolaire. On voit que beaucoup d'étudiants restent sans boulot. Donc ne serait-ce que l'État doit les accompagner après leurs études pour leur trouver du boulot. Par rapport aux jeunes qui cherchent de l'emploi, il serait judicieux souvent d'aller vers les structures, de ne pas rester sur place et attendre que le dossier qu'on a déposé puisse être accessible. Toujours aller vers les structures pour pouvoir solliciter des stages. La tâche est d'autant plus difficile avec les non-diplômés. Pour certains, il faut nécessairement promouvoir les initiatives personnelles. C'est vrai qu'on a beaucoup formé, c'est pas moins de... Là aussi, je fais parler les statistiques. Si on fait le bilan depuis la création de l'agence jusqu'à présent, nous avons formé presque 8000 jeunes. Des formations en développement personnel, en coaching, en entrepreneuriat, des formations techniques, des formations en technique de recherche d'emploi. Avec un taux de chômage qui tourne autour de 15%, il est même plus élevé dans les centres urbains, dont 16% chôment avec leur diplôme et plus de 40% sont sans diplôme, une situation très loin de la promesse du chef de l'État de créer 500 000 emplois avant la fin de son mandat. La génération Y cherche emploi, on l'a dit, Boubacar Camara. Quelques chiffres, le gouvernement parle de plus de 240 000 emplois créés depuis 2012, 500 000 emplois promis par le candidat Macky Sall devenu président de la République pour son présent mandat. Votre commentaire sur ces chiffres? Alors, le premier chiffre qu'il faut prendre en considération, c'est la proportion des jeunes. 62% des jeunes de la population sénégalaise a moins de 25 ans. Vous voyez donc ce que cela fait sur une population de 13,5 millions d'habitants. Les jeunes sénégalais, les hommes, sont dépendants jusqu'à l'âge de 30 ans en moyenne. Les femmes jusqu'à l'âge de 35 ans. Avec pour les femmes une situation particulière, cette dépendance généralement est simplement dépassée. On passe de la dépendance des parents à la dépendance d'un mari. Ces jeunes, l'âge médian au Sénégal, c'est-à-dire que si on mettait tout le monde en rang en fonction de l'âge, si on coupe au milieu, on est à 19 ans. Et c'est une tendance qui va se maintenir pendant 50 ans. Les jeunes sont victimes du manque d'éducation. Je prends juste l'exemple de l'enseignement supérieur. On est censé faire l'enseignement supérieur entre 18 et 25 ans. Alors, aujourd'hui, il n'y a que 2% qui font de l'enseignement supérieur.
les jeunes qui n'ont pas de qualification, qui ne sont ni dans les études, ni dans la formation et tout, constituent une majorité de ceux qui peuvent demander de l'emploi. Donc aujourd'hui, je considère que la question de l'emploi des jeunes n'est pas une question de dossier à déposer. C'est une question d'employabilité qu'il faut organiser et de financement inclusif qu'il faut mettre en œuvre pour avoir cette révolution qui permet de booster les potentialités. Et aujourd'hui, les atouts qu'ont les jeunes, surtout les jeunes de la génération Y, c'est leur connectivité et leur adaptabilité. Vous voyez comment ils se débrouillent malgré la situation. Comment ils se débrouillent en communauté entre eux. Comment ils cherchent à trouver des emplois. Comment ils cherchent à développer des petites applications par-ci, par-là. Comment beaucoup de métiers les fait vivre tous les jours. Mais ces métiers ne sont pas valorisés. On a même des problèmes de statistiques pour savoir combien sommes-nous. Surtout que l'essentiel des emplois aujourd'hui au Sénégal viennent du secteur informel. Oui, mais les chiffres que je viens de donner tout à l'heure, les chiffres du gouvernement, donc, votre commentaire dessus? Non, les chiffres, c'est que les efforts sont certains. Le gouvernement fait des efforts énormes. Déjà, le premier effort de rationalisation de toutes les institutions qui s'occupaient d'emploi, ça c'est excellent. L'approche institutionnelle est là, les efforts sont là, ils essaient même de les aider en recrutant des ingénieurs pour les aider à faire leur projet, etc. Mais l'approche institutionnelle a des limites. Si vous comparez ces chiffres aux chiffres que je viens de donner sur la masse générale de jeunes qui attendent un emploi, vous savez qu'il y a encore énormément de choses à faire. La parole au public composé de jeunes, mais aussi de moins jeunes, pour ne pas dire de vieux. Baïda Mouad, notre confrère du magazine Réussir. Et puis bon, voilà, le micro est dans le public. Juste deux petites questions pour commencer. La première, d'abord félicitations pour l'initiative, hein, parce que bon, les gens, c'était plus des approches plutôt politiques ou politiciennes. Aujourd'hui, une approche différenciée pour prendre en charge les problèmes des jeunes, ce n'est pas le courant, et ce n'est pas nouveau. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question, qu'est-ce que Boubacar cherche par derrière? Est-ce que 2017 qui se profile, 2019, est-ce que vous avez des ambitions par rapport à ça? La deuxième question, c'est par rapport à la génération Y. Aujourd'hui, au niveau conceptuel, on parle déjà de génération Z. Est-ce que vous l'avez intégré pour affiner la réflexion et aller au-delà? Oui, je vais commencer par la dernière question. Aujourd'hui, effectivement, beaucoup d'auteurs commencent à s'interroger sur la génération Z, surtout en Europe. Hein. Et il faut comprendre que moi, dans le schéma que j'ai mis en place, j'ai mis une connexion entre la génération Y et le développement des technologies à partir de 2000. Donc, ils sont un peu en avance d'une génération. Et donc, ce qu'ils appellent, eux, leur génération Z, c'est un peu ma génération Y. Donc, ils se posent des questions sur son comportement dans l'entreprise, son comportement au niveau du respect de la hiérarchie, au niveau de la connectivité, de l'utilisation des nouvelles technologies, etc. Et je pense que c'est des questions nouvelles et c'est très bien qu'on anticipe pour en parler. Parce que c'est des comportements tout à fait différents. On ne peut pas aider ou soutenir un jeune si on ne sait pas comment il fonctionne. Et donc, je pense qu'on y arrivera. On arrivera à Z, mais occupons-nous déjà de Y. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, pour ce qui concerne votre question, c'est courant et ce n'est pas inquiétant. Je m'attendais à cette question, je l'ai toujours entendue. Au Sénégal, quand vous commencez à faire quelque chose, au lieu de regarder ce que vous faites, ils vous disent qu'est-ce que vous ne faites pas, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que vous voulez ceci ou cela. Je pense que si on se laisse arrêter par ça, on ne fait rien. L'ambition pour le Sénégal, pour notre pays, se manifeste de façon claire. Et c'est toujours manifesté.
La première manifestation, c'est de mettre de l'avant l'intérêt général par rapport à l'intérêt particulier. Parce que si on juste devait se contenter de l'intérêt particulier, je pense qu'on pouvait rester dans notre coin. Le deuxième point, l'ambition, c'est de développer, de défendre des causes collectives. Ce que nous essayons de faire. Et nous avons choisi de défendre la cause de la jeunesse sur la base de l'analyse que nous venons de faire de la vulnérabilité de cette couche de la population et de son importance pour le développement. Aujourd'hui, il y a un sommet qui va se tenir de l'Union africaine sur l'agenda 2063 sur la jeunesse en janvier 2017. Le thème, c'est comment la jeunesse doit contribuer au décollage de l'Afrique. C'est fondamental. Les chiffres que j'ai donnés sur le Sénégal sont valables en Afrique. 200 millions de jeunes Africains ont entre 15 et 24 ans. Et 41% des populations africaines sont des jeunes qui ont moins de 15 ans. Donc, c'est un problème sérieux. La cause collective. Le troisième point, maintenant, c'est qu'il faut se donner les moyens de son ambition. C'est là où on en est. Cette ambition, on l'a exprimée, qu'on soit dans le public, dans le privé, qu'on soit dans notre quartier, dans notre vie de tous les jours. C'est cette ambition pour le pays que nous avons exprimée. Et cela n'a rien à voir avec une quelconque candidature ou bien une quelconque ambition politique pour aller chercher quoi que ce soit. Ce n'est pas le chemin. Le chemin de la politique, ce n'est pas le chemin de la lutte pour la défense de la jeunesse. Alors, sur notre chemin, travaillons ensemble. Vous n'y pensez pas en vous rasant? J'ai oublié d'y penser. Mais vous vous rasez quand même. Mais j'y pense pas. Et vous, vous êtes en train de penser l'impensé. Très bien. Alors, Boubacar, attardons-nous un peu sur la jeunesse. On en parle beaucoup, certains même fantasment dessus. Comment il faut considérer cette jeunesse, la jeunesse sénégalaise, mais un atout, une opportunité par rapport aux défis, par rapport à eux-mêmes en tant que jeunes, ou finalement une bombe? Les deux. Un atout, si on l'exploite, si on fait exploser les talents, si on met les moyens qu'il faut pour leur permettre d'accéder à l'emploi, je reviendrai sur la question de l'emploi. Une bombe, si on ne les écoute pas et si on les laisse s'organiser. S'ils s'organisent, ils vont réagir par le rejet. Mais vous imaginez, c'est la force vive. C'est-à-dire que sans ces jeunes, on ne peut pas développer l'Afrique. Ce n'est pas possible. Et c'est comme ça, pendant 50 ans, on aura cette masse critique de jeunes qui frappent à nos portes pour trouver des emplois, qui frappent à nos portes pour avoir des diplômes. Au-delà du constat, que faut-il faire? Ah, voilà. La grande question. La grande question, c'est comment faut-il approcher, associer les jeunes à ça. Prise de conscience. Il faut absolument que tout le monde prenne conscience de cela et qu'on arrête les solutions, les petites solutions. C'est une révolution qu'il faut faire. C'est une véritable révolution. Aujourd'hui, pourquoi les jeunes n'accèdent pas à la commande publique? Pourquoi ne pas développer une politique volontariste pour permettre aux jeunes organisés qui réunissent les conditions d'accéder à la commande publique? C'est déjà une masse qui est là. Autant le jeune, le menuisier qui fait un travail artisanal peut demander d'accéder à la commande publique, pourquoi les jeunes n'accéderaient pas à la commande publique dans certains secteurs? Il ne suffit pas d'être conscient de la question. Ça, c'est une piste extrêmement importante. Il y a eu des expériences, comme le Fonds de promotion économique, il y a l'expérience de la Banque nationale de développement, il y a d'autres expériences qui peuvent se développer, mais il faut un financement inclusif volontariste. Réorganiser les blocs, pousser les financements vers cela. Alors, si les jeunes ne sont pas financés, ensuite, en arrière, il y a la formation. Au Sénégal, les gens restent à l'école, c'est ce qu'on appelle le nombre d'années espérées d'études, en moyenne 8,8 années. Donc un peu plus que le cycle primaire.
Si on prend l'exemple de la Corée, c'est 17 ans. Les jeunes, jusqu'à 25 ans, à la limite, ils sont encore là. 8,8, c'est pas loin des objectifs du gouvernement, de 10 ans, plus les 6 ans d'entrée, ça fait 6 ans. Il faut des efforts pour cela, et je pense que le gouvernement s'y attelle. À partir de 25 ans, la moyenne du séjour à l'école, c'est de 4,5 années. Ça veut dire que moins que le cycle primaire. Ça pose tout de suite la question de la main-d'œuvre qualifiée. Si vous n'avez pas de main-d'œuvre qualifiée, il y a des efforts qui sont faits pour la formation professionnelle. Cette main-d'œuvre ne peut pas être employable. Donc la question de la jeunesse, c'est d'abord les efforts pour l'employabilité. Et après, le financement pour leur permettre d'accéder à la vie active. Et je pense qu'un beau consensus sur l'emploi des jeunes, une belle assise nationale sur l'emploi des jeunes pourrait permettre à chacun d'exprimer son point de vue et d'avoir un plan très clair à ce niveau. Une idée qui sort, assise sur l'emploi des jeunes, on verra. Les jeunes quand même, prenez la parole. Pourquoi vous êtes timide comme ça? Voilà, un volontaire. La génération Z, qu'on doit mettre en avant aussi. Parce que si là, vous avez souligné tout à l'heure, après les études, bon, moi je constate un premier. Bon, je veux dire, parce que à cet instant-ci, on assiste à des emplois, à chaque fois qu'on demande, c'est après une expérience de 5 ans. Alors que ces expériences maximum, l'étudiant ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce que l'opportunité ne lui est pas ouverte. Parce que les entreprises devaient lui ouvrir une opportunité de stage. Donc, si l'entreprise ferme cette opportunité de stage, l'étudiant n'aura jamais cette opportunité d'avoir une expérience de 5 ans. Donc là, pouvons dire que c'est la faute de l'étudiant ou bien la faute des employeurs. En deuxième, je vais en revenir un tout petit peu pour une question. Peut-on passer à un Sénégal d'ici 5 ans, le maximum à 95% des étudiants employés? Est-ce que c'est possible? Et en deuxième aussi, là, je souligne une chose encore pour la deuxième fois, concernant, comment dirais-je, pour la population sénégalaise, on dit que 81%, je pense bien, hein, d'après les informations aussi, sont des jeunes. Et ces jeunes aussi la majorité sont des étudiants. Et les étudiants sortis bon donc. Et il y en a qui n'ont pas les moyens et l'opportunité de s'enregistrer sur les projets. Et il y en a, tout comme des autres aussi, qui peuvent enregistrer sur les projets. Donc là, je voulais demander, est-ce que vous en avez des propositions ou des solutions sur les appuis sur les projets? Très bien. Merci. Oui, une autre question. Ça m'inquiète un peu quand j'entends les gens parler de génération Z. Parce que, à mon avis, quand on parle de Z, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Alors, je me dis, nous, on est à l'aube de nos vies, en fait. Et déjà, la génération A. On recommence encore le cycle, c'est un autre problème. Disons, c'est vraiment inquiétant à un certain moment où les jeunes, jusqu'à présent, se plaignent. On n'a pas de boulot, on ne mange pas bien, on ne s'habille pas bien et tout. Et ça date pas d'aujourd'hui, en fait. Parce que moi, depuis tout petit, je voyais mes grands dire, ouais, je n'ai pas de travail, il faut que je trouve du travail. Et aujourd'hui, je suis dans la même situation que mon grand. Et on dit que pour préparer l'avenir, il ne faut pas commencer par nous, aujourd'hui, les 22 ans et plus. Si on devait seulement préparer l'avenir, on devait s'intéresser aux bébés qui sont encore, qui ont 5-6 ans. Parce que eux, ils peuvent... Nous, on est perdus d'avance. Moi, je sais que mon avenir, je doute de mon avenir, en fait. Pourquoi? Parce que déjà, j'ai perdu 2 ans à l'université Cheikh Anta Diop. Pourquoi ces 2 ans, j'aurais pu acquérir assez d'expérience, j'aurais pu faire plein de choses de ces 2 ans-là. C'est très inquiétant. Je ne suis pas le seul à dire ça. Je crois en tout cas que je ne suis pas le seul à dire ça.
Maintenant, une question. Certes, vous parlez de la génération Y, bientôt Z, disons. C'est ça la question qui revient encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire au-delà de promettre d'emploi et c'est toujours l'emploi. Alors qu'il y a certains jeunes qui sont tellement talentueux. Et je connais certains qui ont des projets, mais il faut que tu connaisses quelqu'un qui est haut placé. Il faut que tu aies un oncle, une tante qui a assez d'argent pour que tu puisses partir. Mais si tu es comme moi, fils de je sais pas moi qui, tu n'as personne. Tu as des projets, mais tu ne peux pas te lancer parce que déjà les grandes personnes te mettent le bâton dans les roues. Que tu viennes présenter ton projet, ils le prennent, ils s'approprient ton projet. C'est très compliqué en fait. Donc il faut essayer de trouver une solution à cela. Merci. Des étudiants de l'ITECOM, de l'ISEC et de la Faculté des sciences économiques. Merci d'être venu. Boubacar. Merci. Je vais commencer par vous parce que j'ai un pincement au cœur quand vous dites que c'est perdu d'avance. Ça ne l'est pas. Ce n'est pas parce que vous avez perdu quelques années à l'université que c'est perdu d'avance. Je pense que je vous interdis de redire ça. Vous n'avez pas le droit. Parce que tout autour dit que c'est perdu d'avance. Non, ça n'est pas. Il y a d'autres qui ont perdu plus de 2 ans. Oui. Très bien. Vous savez, vous avez fréquenté un système qui vous a poussé comme ça, comme dans un fleuve, jusqu'à l'université. Vous découvrez que ça ne marche pas. Comme d'autres qui ont commencé, qui l'ont découvert beaucoup plus tard, d'autres beaucoup plus tôt, qui sont sortis tôt. Quel que soit le niveau de sortie, il y a toujours une possibilité d'être recyclé. Cela est clair. Et évidemment, je suis d'accord également avec vous sur la grande question de l'égalité de chance. Aujourd'hui, vous vous dites, si j'ai un CV, qui d'entre vous n'a pas reçu des CV d'oncles, de neveux, tout ça pour chercher un emploi? Parce qu'il y a un véritable problème d'égalité de chance. Moi, je voyage beaucoup. Je vais dans les grandes villes, j'entre dans des boutiques. Je vois des jeunes de rien du tout qui sont dans des boutiques, qui achètent des produits extrêmement chers. Mais si vous vous renseignez, c'est des fils d'eux. Et ce n'est pas le fruit de leur travail. Alors que d'autres n'ont même pas la possibilité d'avoir un stage. C'est le problème de l'égalité de chance. Et justement, les jeunes de la génération Y doivent se mobiliser pour que leurs préoccupations soient prises en compte dans les politiques publiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça peut se traduire par une revendication comme le droit universel au stage. Pourquoi des jeunes qui sortent d'écoles de formation reconnues par l'État ne peuvent pas être assurés d'un stage au moins de 6 mois pour intégrer un milieu professionnel? D'où la question du premier étudiant. On vous demande en plus une expérience de moins 5 ans. C'est pour ça, je branche sur ça. Aujourd'hui, s'il n'y a pas ce droit universel au stage, vous amputez à l'élève la possibilité de prouver quelque chose. De prouver sa compétence, de prouver son organisation, de prouver qu'il est une personne éveillée, etc. De prouver qu'il peut faire autre chose que réciter des cours. Surtout dans un système où, comme c'est dénoncé depuis fort longtemps, il y a beaucoup de bourrage de crâne. Je m'amuse toujours en disant aux gens, si on fait un examen, les gens, on publie les résultats, 5 jours après, on refait l'examen, ou bien 6 mois après, on n'est pas sûr de pouvoir repasser, parce qu'on a oublié ce qu'on a appris. C'est ça le bourrage de crâne. Donc, cette formation-là, aujourd'hui, il y a eu quand même des études, il y a eu des conclaves sur l'éducation, des recommandations ont été très pertinentes d'ailleurs, ont été formulées et qui sont en train d'être mises en œuvre. Le droit universel au stage pourra permettre de pallier cette difficulté que vous avez soulevée. Ensuite, dire que dans 5 ans, 90% ou 95% auront un emploi, je pense que ce n'est pas possible. Aujourd'hui, si vous voyez les statistiques, c'est un mandat présidentiel. Vous vous rendez compte 5 ans, c'est un mandat présidentiel. Vous vous rendez compte que ce n'est pas comme ça. Le travail, l'organisation de la société pour permettre
aux jeunes d'avoir des emplois durables. Je ne parle pas je parle d'emploi décent. Je ne parle pas de celui qui, faute d'avoir un emploi, lave des voitures ou bien cire des chaussures. Ça, c'est un chômage déguisé. Un emploi décent qui permet de faire vivre sa famille ou en tout cas de faire face à ses propres préoccupations. Enfin, sur l'appui au projet, je pense que les capacités des jeunes, compte tenu des formations qu'ils ont reçues, ne leur permettent pas souvent de bâtir des projets. D'abord, il faut les aider à bâtir leurs projets. Ça, c'est possible. Et moi, je pense qu'en plus de l'approche projet à financer, il faut une approche réorganisation de l'économie pour réserver à la jeunesse la possibilité d'intégrer l'économie. Je vous donne un exemple simple. Il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur le pétrole. Qu'est-ce qui empêche l'État du Sénégal de décider que les richesses de ce pays seront réservées à hauteur de X% aux générations futures? Lu ëpp wàllu ëllëg a ngi ci. Lu ëpp rek wàllu ëllëg. Et ça existe dans d'autres pays, dans surtout pays, producteurs de Alors, pétrole et de gaz. Pourquoi à partir de 15 ans jusqu'à 65 ans qu'on ne puisse pas bénéficier de sa part Très bien. sur les produits pétroliers? Très bien. On parlait des chiffres de l'emploi ou du chômage. Il y a aussi d'autres chiffres dans d'autres secteurs. Un budget national de 3 022 milliards en 2016, 3 360 milliards pour 2017. Un taux de croissance de 6,6% cette année est projeté à 6,8% l'année prochaine. Mais à côté des chiffres du gouvernement, il y a les lettres des Sénégalais. Quel est le ressenti des réponses dans le dossier signé Souleymane Touré sur les images de Narba? Le pari est encore lancé. Après avoir atteint une croissance de 6,6%, le Sénégal table sur un taux de 6,8% en 2017. La croissance est projetée à 6,8%. Cette année, nous attendons une croissance de 6,6%. L'année dernière, on a réalisé une croissance de 6,5%. Nous sommes loin, et très loin de la période où le Sénégal était habitué à une croissance moyenne de 3%. On a l'impression que tout ce qu'on veut, c'est embellir les chiffres, montrer que les chiffres sont là, montrer que les taux de croissance sont bons, pour tout simplement glaner des places dans le classement PNUD ou bien dans le classement Doing Business. Alors que ça, ce n'est pas véritablement la question. La question aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les taux de croissance se ressentent effectivement au niveau des populations. Le taux de croissance du PIB réel projeté à 6,8%, une annonce bien accueillie à l'hémicycle. L'économie sénégalaise se porte plutôt bien, disent-ils. Mais est-ce qu'il faut aller plus vite en besogne? Si on part dans la qualité, dans les aspects qualitatifs, niveau de vie, lutte contre la pauvreté, nous savons que le Sénégal est un pays qui stagne. Le taux de pauvreté au Sénégal aussi autour de 47%. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres statistiques officiels qui établissent que le taux de pauvreté du Sénégal ne bouge pas. Donc, ce qui fait que c'est en termes de volume dont les gens parlent. Mais il faut savoir que ça soit 7%, 8%, 9%, le taux de croissance au Sénégal reste quand même assez faible. Je veux rappeler que la Chine, il a fallu à la Chine 30 ans avec un taux de croissance de 10% pour que la Chine devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Je pense que le Sénégal ne connaît une croissance forte. Depuis 2 ans, il va falloir maintenir ce cap et dans les prochaines années, on verra fondamentalement en quoi le PSE, la vision du président Macky Sall, a permis de sortir des milliers et des milliers de Sénégalais de la précarité ou des difficultés. Le plan Sénégal émergent, initié par le président Macky Sall en 2014, celui-ci vise à diversifier l'économie sénégalaise dans l'optique de doubler sa croissance. Selon El Hadj Mounirou Ndiaye, cette option ne semble pas porter ses fruits. Le Sénégal, les programmes ne sont pas le maillon faible du Sénégal. On a toujours eu des programmes.
Maintenant, l'application de ces programmes-là, mais également régler les problèmes en s'attaquant aux racines des problèmes. C'est ça, véritablement, ce que le régime aurait dû faire. C'est pourquoi donc j'ai dit que dans un premier temps, dans un deuxième temps, nous avons donc ce problème de ciblage-là de nos objectifs. L'objectif de l'émergence n'enlève pas à la volonté du président d'avoir une croissance inclusive, une croissance qui va générer des revenus et des emplois. Le Sénégal, deuxième économie en Afrique de l'Ouest francophone, derrière la Côte d'Ivoire, d'après la Banque mondiale. Alors, une économie dynamique, mais justement, qu'en est-il de la population? Pour le recrutement de l'armée, regardez bien comment les jeunes font. Regardez bien toute cette... Oui, il y a des problèmes dans ce pays en termes d'emploi. On s'est trompé de cible. On a voulu tout simplement jouer sous les chiffres, gagner des points sur le plan donc, du doing business, gagner des points sur le plan des classements du PNUD, et on a tout simplement laissé en rade les véritables préoccupations qui devraient être les nôtres. Les jeunes aussi doivent participer, mais comment? C'est ce qui constitue un débat. Il ne faut pas à chaque fois attendre l'État, mais il faut aussi oser rêver en 3D, mettre en place vos propres projets, et l'État peut-être va financer. C'est ce qui est à la base du PUDC. Le PUDC, c'est quoi? C'est un programme qui permet à nos populations les plus démunies notamment d'avoir le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est d'avoir une piste pour se déplacer. Le minimum, c'est d'avoir de l'électricité. Le minimum, c'est d'avoir de l'eau. C'est le minimum. Le minimum, c'est de réduire la pénibilité des femmes. Nous avons tous les images des femmes dans les campagnes et nous voyons un peu comment est-ce qu'elles travaillent. Et le président de la République a voulu régler cette question à travers le PUDC. 6,5% en 2015, 6,6% en 2016 et 6,8% en 2017. Des chiffres éloquents, oui, mais ces chiffres ont-ils changé le quotidien des Sénégalais? Ces taux de croissance ont-ils ramené la paix sociale dans le secteur de l'éducation, par exemple? Si le chiffre est une chose, la réalité en est une autre. Boubacar Camara, il y a souvent ici comme ailleurs un décalage entre les chiffres de l'État et le vécu de la population. De vos lunettes, percevez-vous ce décalage en observant aujourd'hui la situation économique et sociale du Sénégal? Alors, la situation économique du Sénégal est caractérisée par trois bons points. Le premier point, c'est d'abord la stabilité politique fondamentale. Le deuxième point, c'est le retour de la croissance. Il faut comprendre qu'entre 1995 et 2005, on était dans une croissance correcte, durable. C'était d'ailleurs la première fois qu'on avait 10 ans d'affilée de croissance. Mais à partir de 2005, on est retombé et la croissance en moyenne entre 2006 et 2012 tournait autour de 3,3%. Aujourd'hui, cette croissance-là a été presque doublée. Ce qui est une excellente chose. Des objectifs comme l'objectif du PSE, 7,1 ou 7% de croissance dans le cadre des programmes d'action prioritaires d'ici 2018, c'est des objectifs qui peuvent être atteints, mais même si on les atteint, il faut comprendre que pour que la croissance puisse raboter la pauvreté, il y a un autre travail à faire. Pour que la croissance puisse réduire les inégalités, c'est une autre paire de manches. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que vous avez une croissance de 10% que vous n'aurez plus d'inégalité, que vous n'aurez plus de pauvreté. Il faut maintenant interroger cette croissance-là. Comment on l'a eu? Quel est le modèle de croissance? Est-ce que cette croissance-là est fondée sur les télécommunications? Est-ce que ces télécommunications permettent d'avoir le maximum d'emplois? Est-ce que cette croissance-là, c'est avec le développement de l'agriculture qu'on l'a? Est-ce que les moteurs de la croissance permettent de créer des emplois? Et c'est là le problème. La qualité de cette croissance-là ne permet pas toujours d'avoir une externalité positive sur les ménages et les entreprises. Et c'est ce travail-là qu'il faut faire pour aller dans plusieurs directions. Il a parlé du programme du PUDC, qui est un excellent programme, qui permet directement
de changer le quotidien des Sénégalais. Lorsque, par exemple, l'État investit sur les transports publics et permet à cette classe moyenne, dont l'objectif est d'arriver à un doublement dans les 10 ans, parce que cette classe moyenne, quand même, c'est les consommateurs, c'est les gens qui ont la possibilité d'acheter un portable, d'acheter un véhicule, etc. Lorsque vous investissez dans le transport public et que vous permettez du coup à quelqu'un de garer son véhicule, de prendre ton transport public pour aller au travail, d'économiser le prix du carburant, d'économiser les frais de nettoyage, de gardiennage de son véhicule, ça se répercute immédiatement sur sa vie. Lorsque vous mettez énormément d'argent pour une autoroute qui coûte des milliards et pour laquelle on demande à l'utilisateur de payer un péage qu'il trouve cher, il ne le ressent pas. Et pourtant, sous la croissance, le chiffre que tu permets, le chiffre que tu obtiens avec l'investissement de l'autoroute booste ta croissance. Donc ce n'est pas automatique. Il faut redessiner ton modèle de croissance. Et il y a énormément de leviers que tous les économistes connaissent très bien, qui permettent d'avoir comme préoccupation de faire en sorte que la croissance s'accompagne de la réduction du chômage, que la croissance s'accompagne de la réduction des inégalités. Et ce n'est pas automatique. Et voilà la grande question de tous les pays sous-développés. Comment faire pour arriver à une croissance inclusive qui permet d'avoir des externalités positives sur la vie des gens et le plus rapidement possible. On retourne au public. Je signale la présence de Mme Aminata Samb, la première patronne de Trait de Pointe Sénégal. Il y a aussi d'autres invités. La parole vous appartient. Baïdam, Cherfal aussi, Digital Manager. Juste une question. Boubacar, vous n'êtes plus aux affaires. Aujourd'hui, quel est votre levier pour mettre en pratique toutes ces belles idées? Oui, une question. Bonsoir, oui. messieurs. En parlant de croissance, il a récemment dit il faut faire une économie. Pourquoi pas il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont déjà leur propre projet et l'ont mis en place. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ont commencé à élever leurs moutons pour la tabaski prochaine, Inch'Allah. Ouais. Pourquoi pas booster chez les jeunes, leur donner de l'espace pour qu'ils puissent travailler. Dans ces espaces, il y aura des éleveurs, il y aura des gardiens. Ça sera une petite entreprise qui deviendra, Inch'Allah, une grande entreprise. Ça économisera, ça diminuera les millions qui vont sortir chaque année, qui vont aller vers la Mauritanie et le Mali. L'autosuffisance en moutons, par exemple. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Oui, là, derrière. Bon, depuis le début, on entend ça et là parler de problèmes d'emploi, de problèmes de travail. Et vous êtes sans savoir que le développement économique n'a jamais réglé les problèmes d'un pays. D'où ma question. Est-ce que vous avez pris en considération dans la génération Y les problèmes de valeur, les problèmes de comportement et la construction de la personnalité des jeunes? Merci beaucoup. Merci. Oui, derrière vous, juste derrière. Bon, ça s'anime là. Bien. Bon, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est Alissa, étudiant à la faculté des sciences économiques et de gestion, l'Université de Dakar. Bon, je suis ravi d'être là ce soir. Monsieur, bon, je voudrais juste rebondir sur la croissance. Parce qu'on a tantôt parlé de croissance économique et on voit que vraiment dans notre pays, par rapport à 2012, si on parle aujourd'hui de certains taux de croissance qui a pris un pas vers l'avant, on s'inquiète un peu. Parce que aussi ayant appris la croissance et connaissant la méthode de calcul des taux de croissance, vraiment on s'inquiète un peu. Ma question est la suivante. Pourquoi vous vous inquiétez? Je m'inquiète parce que je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qui ne sont pas pris en considération. Parce que si c'est en rapport avec, si j'ai bien compris mes leçons, la manière dont on calcule le taux de croissance, c'est un peu en rapport avec le modèle économique occidental. Maintenant,
puisqu'il y a beaucoup d'aspects en rapport avec notre société, la société africaine, qui a ses particularités, ses spécificités. Maintenant, est-ce que aujourd'hui, d'après ce qu'on voit et ce qui se passe dans la vie de tous les jours, le modèle occidental, certes, ils ont une croissance, un développement, un niveau de vie qui s'est desserré. Maintenant, est-ce que leur modèle est transposable à notre société? Parce que là, on voit qu'il y a beaucoup de relations d'ordre économique, mais également chez nous, ces relations sont souvent des relations sociales. Maintenant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que le modèle occidental, on peut le transposer dans notre société? Très bien. Réponse de Boubacar Camara, mais on donne le micro quand même. On vient à vous tout à l'heure, hein, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Oui. Alors, je pense que c'est des questions très pertinentes. Mais je n'ai jamais été aux affaires, hein, monsieur Wade. J'ai toujours été un simple citoyen. Oui, directeur général de la douane. C'est pas les affaires. Secrétaire général du ministère de l'énergie. Non, c'est l'agent de l'État qui se lève tous les matins pour dire qu'est-ce que je dois faire pour que s'améliore la situation, comment faire pour respecter les règles qui sont fixées par le gouvernement pour faire avancer le pays. Les leviers, on va les chercher ensemble. Les leviers en termes de financement, nous allons organiser une plateforme de mise en relation entre les investisseurs potentiels et les porteurs de projets, hein, pour faire en sorte qu'ils puissent le faire. Vous avez parlé du projet, de petits projets qui sont extrêmement importants, les aider à le faire. Moi, je l'ai dit. Comme l'élevage de moutons. Une fois, j'ai parlé à une entreprise qui, chaque année, donnait des moutons à plusieurs personnes. J'ai dit, mais non, ne donnez pas des moutons. Demandez aux jeunes, donnez-leur de l'argent, permettez-leur de faire un élevage de moutons pendant 1 an, et au bout d'1 an, vous achetez ces moutons-là, et vous les distribuez, et eux, ils vont encore racheter d'autres moutons, et vous allez voir, dans 5 ans, ils vont vous faire une ferme extraordinaire. Donc, ça, c'est des méthodes qu'il faut encourager dans les entreprises et partout. La concurrence aux éleveurs Peul, mes parents, va être rude. Hein, oui, mais justement, c'est avec l'expertise de ces éleveurs Peul qu'ils seront encadrés. Il faut les faire venir, ces éleveurs Peul, amener les garçons et les jeunes filles qui travaillent dans ce secteur. Ils vont comprendre le langage des moutons, comme le berger dans l'alchimiste. Oui. Donc, fondamentalement, c'est possible de faire cette connexion, les leviers. Ça, c'est important. Deuxièmement, l'autre levier, c'est le levier de l'État. Mais ne négligez pas ce qui se fait aujourd'hui et comment y accéder. Il y a des jeunes qui n'arrivent pas à y accéder. Bon, évidemment, il y a un vrai problème d'égalité de chance. Hein. Surtout, je prends l'exemple du recrutement dans la fonction publique. Je considère que le recrutement doit se faire par concours. Il n'y a aucune raison de faire des recrutements, sauf pour des cas exceptionnels, un recrutement sur la base de listes, etc. Le recrutement dans la fonction publique doit se faire par concours. C'est la règle. Alors, maintenant, en dehors de ce recrutement, il y a l'accès au financement, l'information pour l'accès au financement. Tout ça, ça peut s'organiser. Si les jeunes sont organisés, ils peuvent utiliser les potentialités de ces leviers. Encore que je maintiens, moi, le point de vue qui consiste à dire que l'approche financement institutionnel n'est pas suffisante. Cette approche-là doit être complétée par un financement inclusif en partant de ce qui existe comme moyen et voir comment connecter les jeunes et les mettre à leur disposition. Les leviers existent, il suffit de s'organiser. Mais si on n'est pas organisé, si chacun est dans son coin, ces leviers-là ne seront pas utilisés de façon optimale. Alors, la dimension valeur est fondamentale dans tout. Il y a une part d'éthique dans tout ce qu'on fait, une part de valeur. D'abord, une jeunesse doit être saine. Une jeunesse saine, c'est une hygiène de vie, c'est un comportement, c'est des valeurs de courage, de travail. On ne va pas dire travailler, vous allez me dire, mais vous donnez-moi du travail. Non, le problème, c'est de comprendre que la productivité est fondamentale pour avoir une compétitivité. Et aujourd'hui, on a parlé de la croissance, qu'on néglige. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'aujourd'hui, si on perdait cette croissance-là, les conséquences sont énormes.
Si on n'a pas suffisamment d'attractivité pour amener les investisseurs, de productivité pour permettre aux gens de travailler, de venir à l'heure, de faire le travail normalement, etc., on se retrouve dans une situation où on n'est plus compétitif. Si on n'est plus compétitif, les entreprises ne recrutent plus. Parce qu'on n'a plus de marché, on n'a plus de clients. Et on n'a plus de croissance, on est déjà endetté. On a un endettement qui fait à peu près 57% de notre PIB. Notre PIB tourne autour de 8 049 milliards. L'endettement, c'est 57%. Et il y a un service de la dette à payer, aussi bien la dette intérieure que la dette extérieure. Et si vous n'avez plus de croissance, vous ne pouvez plus payer. L'escalade, c'est quoi? L'État va commencer à prendre des mesures. Des mesures en tant qu'État pour augmenter la fiscalité, des mesures pour réduire les coûts. C'est une spirale irréversible qui va mettre le pays dans une situation extraordinaire. Donc, la dette s'élève aujourd'hui à plus de 4 700 milliards. Oui, c'est ça. Et dans cette dette-là, il y a une part de dette intérieure de 1 400 et quelques milliards et 3 300 pour la dette intérieure. Et cet endettement-là doit être payé d'abord par nous et ensuite par la génération future. Donc, il ne faut pas négliger ces efforts-là pour la croissance. Maintenant, la grande question économique posée par notre ami qui consiste à dire est-ce que nous avons choisi le bon modèle pour le calcul de la croissance? C'est un modèle universel qui est bon, mais qui doit être tempéré en tenant compte de la situation de notre pays. Aujourd'hui, le secteur informel au Sénégal, c'est 55% du PIB. Le secteur informel au Sénégal, c'est 55% du PIB. Donc toutes les richesses qu'on met dans ce pays pour avoir ce produit intérieur brut qui concerne tout le monde, hein, les étrangers, toutes les richesses, les 55%, c'est le secteur informel. Et on n'a pas une maîtrise totale de ce secteur informel. Donc le chiffre, forcément, peut faire l'objet d'une correction. Il y a un excellent travail en train d'être abattu par l'Agence nationale des statistiques et de la démographie pour essayer de maîtriser ça. Mais il y a en plus de ça des réalités qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui au Sénégal, il est possible de ne pas travailler du 1er janvier au 31 décembre et de vivre correctement. D'avoir un bon grand boubou bazin, d'avoir son mouton de tabaski, de se marier, d'avoir des loisirs, d'aller au stade, même de voyager. C'est possible. En faisant quoi? En s'appuyant sur d'autres, sur la solidarité. Alors, la fonction de consommation... Et finalement, la solidarité n'est plus une valeur là. Oui, aujourd'hui, elle devient une contre-valeur. Mais justement, la solidarité, c'est... Aujourd'hui, quand vous regardez la fonction de consommation, normalement, même si vous n'avez pas de revenus, vous devez consommer. Mais votre C0, le minimum compressible, doit être très faible. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont aucun revenu et qui ont un niveau de consommation extrêmement élevé. C'est une situation anormale qu'on ne peut pas prendre en compte totalement dans les calculs économiques. Faire en sorte que la solidarité, qui est une excellente chose, soit transformée par le travail. Et je termine juste sur l'apport, le transfert des émigrés. Aujourd'hui, le transfert des émigrés, c'est 8% du PIB. C'est 10% du PIB, c'est à peu près 800 et quelques milliards par an. Ça va où? Est-ce que ça va dans des projets qui génèrent des emplois? Est-ce que ça va dans l'immobilier, dans la dépense quotidienne des maisons? Il y a des pistes à faire. Ce n'est pas un pays qui n'a pas la possibilité de s'en sortir. C'est juste comment organiser ça, organiser la confiance avec les immigrés pour que ces 800 milliards que nous recevons par an, qui est supérieur à tout ce que nous recevons comme flux de dettes, d'aides, etc., puisse être utilisés pour créer des emplois et générer d'autres possibilités d'avoir des financements. Très bien. Avant de retourner au public, vous permettez juste qu'on regarde le dernier sujet en image. Modernisation, le mot est sur toutes les lèvres quand on parle de l'administration sénégalaise. C'est parce que derrière ce mot se cachent des mots, MAUX, d'une administration qualifiée par de nombreux usagers de lourde, budgétivore, inefficace. En avril 2016, un forum national sur la modernisation de l'administration a eu lieu sur initiative du
président Macky Sall. Un document de Mambiram Diouf, les images d'Ibrahima Cissé. L'administration est le point cardinal de toutes les politiques de développement, celui duquel partent les dynamiques et celui vers lequel évidemment ils aboutissent, déclarait le président Macky Sall lors du Forum national de l'administration. C'était au mois d'avril dernier, une idée qui résume à suffisance sa volonté d'avoir un nouveau modèle d'administration pour un service public de qualité. Une attente forte des Sénégalais pour un changement dans la démarche. Les gens ne prennent pas les choses au sérieux. On doit commencer à débuter le travail, par exemple, à 8h. Bon, à 8h10, tu es là, mais tu vois personne. Il reste jusqu'à 9h. Parfois, s'il devrait descendre à 16h, bon, 15h, il boude. Bah, on ne voit personne. Est-ce que c'est de l'indiscipline dans le travail? L'accueil, des fois, ils ne sont pas sympathisants. Oui. Le personnel est insuffisant aussi. Comme le cas des nouvelles cartes d'identité au niveau des préfectures. On sent nettement qu'il y a un manque d'effectifs. Je souhaiterais que l'administration sénégalaise soit un peu plus accueillante, un peu plus disponible, d'arrêter les grèves pour le bon développement du Sénégal. Il s'agira pour cette administration de pouvoir disposer des outils et des aptitudes nécessaires et pouvoir permettre d'avoir un environnement et un cadre adéquat pouvant se servir de façon utile de ces outils et répondre aux attentes de développement et particulièrement aux attentes des usagers et du secteur privé. La dématérialisation des procédures administratives, la déconcentration surtout des responsabilités s'accompagne du coup d'une bonne gestion des ressources humaines, selon Martar Dabo qui estime par ailleurs que le clientélisme politique entrave l'exécution du PSE. Nous savons que le clientélisme politique ne peut pas prospérer dans la réalisation de ces projets du plan Sénégal émergent. Parce que le plan Sénégal émergent va au-delà même du mandat du président, de monsieur le président de la République. Donc, il faut mettre des équipes qui pourront relever le défi dans le cadre de la réalisation des missions qui sont assignées à tous les projets du PSE. Monsieur le président de la République arrête, on lui demande solennellement d'arrêter de nommer des retraités à des postes de responsabilité au sein de l'administration et de promouvoir les cadres en activité qui sont dans l'administration, mais aussi qui sont dans le secteur privé. Pharmacie nationale d'approvisionnement, un service public dépendant du ministère de la Santé qui fournit 80% du volume de médicaments aux populations. Le personnel administratif épluche les dossiers. Dans ce magasin de la PRA sont entreposés le matériel médical. Cette commande sur le point d'être livrée. On contrôle pour se conformer à la procédure. Sur la pénurie souvent de certains produits pharmaceutiques, notre guide Lam Toro rassure. Nous sommes dans le bureau de l'assistant administratif de la fonction d'approvisionnement de Dakar. On est en train de développer des stratégies qui permettent un peu d'assurer une pleine disponibilité des produits de santé au niveau de toutes les structures sanitaires du pays, au niveau des postes de santé, au niveau des centres de santé et au niveau des hôpitaux. Et ces stratégies ont été décrites bel et bien dans notre plan stratégique et sur lesquelles on a besoin de moyens, on a besoin d'accompagnement et on a besoin un peu qu'on puisse nous accompagner pour atteindre un peu les objectifs qui sont assignés par l'État. Que l'État, dans le cadre de ses responsabilités, puisse respecter ses engagements. C'est-à-dire, dans les contrats de performance, l'État signe généralement qu'il va accompagner ces structures de l'administration. Mais l'État ne le fait pas. Il y a des structures qui ont des contrats de performance avec l'État où l'État leur doit presque 10 milliards. La pharmacie nationale d'approvisionnement que vous avez visitée, l'État leur doit 10 milliards de créances. Donc, une bonne gestion financière, autre exigence dans la gestion des affaires publiques, la prise en compte des valeurs éthiques et morales. Le 25 octobre dernier se tenait un atelier de partage de l'avant-projet de loi relatif au code de déontologie des agents de la fonction publique. La personne a beau avoir des aptitudes et des capacités intellectuelles énormes, mais ces capacités et ces aptitudes doivent être accompagnées d'une bonne éthique, d'une bonne déontologie, devant lui permettre en certaines circonstances de pouvoir avoir l'opportunité de choisir les décisions
les mieux indiqués et les plus idoines en fonction de l'intérêt du pays. Installer une culture de dialogue social au sein de l'administration pour ne pas faire de la grève un recours systématique nuisible aux populations reste un autre palier à franchir. Que diriez-vous si vous aviez à qualifier l'administration sénégalaise, Boubacar Camara? L'administration sénégalaise mérite un hommage. J'ai eu l'occasion de vivre depuis mon jeune âge. Je suis entré dans l'administration à 24 ans. J'ai vu des hommes et des femmes se mobiliser nuit et jour pour l'intérêt de l'État, qui l'ont défendu malgré des conditions de vie précaires. J'ai vu des gens sacrifier leur vie dans les corps de contrôle comme la douane, la gendarmerie, la police, pour se battre pour l'administration. Mais un taux d'insatisfaction toujours élevé. Reculés, les coins les plus reculés, qui prennent des risques pour leur vie, qui se battent dans la dignité. Cette administration est lourde, mais ces hommes méritent un hommage. Les États également. L'État a fait beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup de réformes de l'administration. Mais en général, ces réformes n'ont pas connu de grand succès. Et devant cet échec des réformes, on a assisté à 3 stratégies de contournement de l'administration. La première stratégie, qui coïncidait un peu avec la période où on finançait des projets au sein de l'administration. On leur donnait tous les moyens, on recrutait des fonctionnaires, on les mettait dans ces projets et ils étaient super performants, évalués d'excellents résultats. Ça ne peut pas prendre une ampleur très grande. Ensuite, on a contourné l'administration dans la deuxième phase par les agences. On a créé, à côté des structures de l'administration, des agences qui avaient plus ou moins les mêmes fonctions. Ça, c'est la deuxième phase. Et la troisième phase, c'est l'externalisation. On a pris des projets importants dont on voulait voir la réalisation rapidement et on les a confiés à des structures. Le PUDC que vous saluez tout à l'heure a été confié au PNUD. C'est exactement ça. Donc, et d'ailleurs, paradoxalement, ces 3 phases-là coïncident aux 3 régimes qui ont dirigé le Sénégal. La première phase, c'était le régime du Parti socialiste, où il y avait beaucoup de projets au sein des ministères. La deuxième phase, ça correspondait avec le régime du président Wade qui créait des agences. Et la troisième phase, ça correspond avec le régime du président Macky Sall qui, devant l'impossibilité de réformer immédiatement l'administration comme levier de développement, a confié le PNUD au PIDC. Chaque régime sa VCA, voie de contournement de l'administration. Alors, disons-le comme ça, et je pense que ça appelle quoi? Ça appelle une réforme qui doit tenir compte de l'ensemble des préoccupations qui ont justifié ces contournements. Et ça, j'y reviendrai dans les réformes. Très bien. Boubacar, je vais rendre la parole au public. Par là, cher Fall. Oui, le micro, il était là. Oui, allez-y. Voilà, bonsoir à tous. Mamoudou, je vous remercie beaucoup de nous avoir donné l'opportunité d'être là. Et je félicite aussi l'invité pour son approche, une approche qui est assortie d'une démarche très plaisante à suivre. Mais avant d'aller rapidement à ma question, permettez-moi de saluer et remercier aussi les étudiants de l'ISEC qui m'ont donné l'opportunité d'être là. Mon nom c'est Souleymane Ba, je suis professeur à l'ISEC, professeur de géopolitique. Merci Souleymane. J'ai bien suivi votre démarche avec beaucoup d'intérêt. Il est question d'emploi. Et depuis lors, les étudiants, les jeunes, sont très pressés de se caser. Et dans votre présentation, on a parlé de votre carrière en tant que personne qui s'intéresse aux questions pétrolières. En tant que géopolitologue, j'ai travaillé sur le Moyen-Orient, région qui fait partie, ou bien qui est l'un des pivots géostratégiques de la géopolitique mondiale. Et aujourd'hui, quand on parle du Moyen-Orient, on parle beaucoup du pétrole.
Et depuis qu'on a découvert du pétrole au Sénégal, il y a beaucoup de bavardage. Tous les Sénégalais sont devenus des experts en pétrole. Et comme vous y connaissez très bien, parce que le pétrole n'est pas seulement un facteur de développement, on parle de malédiction du pétrole. Et si les Sénégalais n'arrêtent pas ce bavardage, on risquera de vivre une malédiction du pétrole au lieu de tirer profit de cette ressource. Donc vous, en tant qu'expert, quel est l'enseignement que vous donnerez aux Sénégalais pour quand même éviter cette malédiction du pétrole? Je vous remercie. Merci. Oui, là, juste. Bonsoir. Nous remercions d'abord M. Mamadou Ibrakan de nous avoir invités. C'est Dr Pierre Nandiouf, professeur de technique d'expression française, écrite et orale, professeur de technique de communication et de méthodologie de la recherche. Merci. Je suis du groupe ITECOM, que je représente et je suis accompagné de mes étudiants. Je remercie le conférencier, M. Camara, et j'ai beaucoup retenu de tout ce qu'il a dit, et j'ai beaucoup également aimé un seul mot de tout ce que j'ai entendu, c'est l'employabilité. C'est bien de former des jeunes, mais à quelle fin? À quelle fin? Le problème devrait être reposé autrement. Je vais aller très vite. Le gouvernement devrait nous dire, formez-moi des jeunes dans quel domaine et je les embauche. La demande doit venir du gouvernement. Les entreprises aussi. Et les entreprises, naturellement. Donc, pour revenir à la question de départ, dans un premier temps, vous avez parlé du fait qu'il y a surtout la déperdition scolaire, les gens quittent très tôt les écoles. À partir de la 4e, 3e seconde, il faudrait faire en sorte que ces jeunes qui quittent très tôt l'école soient formés à des métiers. Caroleurs, peintres, électriciens, mécaniciens, pour qu'ils puissent maintenant jouir de leur formation professionnelle. Le deuxième point, quand vous venez maintenant dans l'enseignement supérieur, vous avez beaucoup de filières, banque, finance, assurance, management des entreprises, comptabilité, gestion, marketing, transport logistique, commerce international. Ce sont des métiers du tertiaire. Et les entreprises recrutent très peu de ces jeunes sortant de ces écoles de formation professionnelle et technique. L'État, pareillement, a une faible absorption des jeunes. L'État ne peut absorber que 20 000 demandes sur 200 000 qu'il en reçoit. Chaque année dans le marché, il y a 200 000 demandeurs d'emploi et l'État ne peut prendre que 20 000. 10%. 10%. C'est énorme. Merci. Rapidement, s'il y a une question. Oui. L'autre point sur lequel il a beaucoup insisté, c'est également l'administration, à qui il faut dire un grand merci. C'est vrai qu'on tire chaque fois sur l'administration à boulet rouge, mais quand même, elle est efficace. Si nous n'avions pas une administration comme les pays qui sont frontaliers du Sénégal, le Sénégal disparaîtrait. Merci beaucoup. Ces pays n'ont pas disparu. Hein. Oui, cher Fall. Oui. Merci Maoudou. Bonjour M. Camara. Merci. Je m'appelle Cherfal, je suis blogueur, chef de projet web et digital manager du groupe Futur Média. Sur votre site, vous avez parlé, en fait, votre slogan, c'est la maturité au service de la jeunesse. Et on se réjouit d'avoir beaucoup de jeunes dans la salle aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose que nous saluons. Monsieur Camara, l'éminent économiste Jeremy Rifkin, qui conseille aujourd'hui Angela Merkel, a prédit la disparition du capitalisme au profit d'une nouvelle économie qui s'appuie sur les communaux collaboratifs et le numérique. Nous savons que le numérique apporte au Sénégal 7,8% au niveau du PIB en 2014. Ça, c'est le rapport de la Banque mondiale. Vous, qui voulez servir de trait d'union entre cette jeunesse et l'autre partie du Sénégal que j'appelle les BBC, les Born Before Computers, ceux qui sont nés avant la machine, est-ce que vous pensez réellement que nous avons compris ces enjeux, cette nouvelle dynamique, et est-ce que vous pensez réellement que l'État ou bien le gouvernement aujourd'hui comprend cette jeunesse et pourrait peut-être faire quelque chose pour résoudre un problème lié à l'emploi
et qui est aujourd'hui dématérialisé, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc je vous remercie. Merci, cher. Oui. Alors, je vais commencer par la question sur l'administration, pour continuer un peu dans mon développement. Il faut rendre hommage. Il a parlé dans le reportage de la politisation. Il y a un conflit frontalier permanent entre l'orthodoxie administrative et l'influence politique. Il faut donc faire une réforme qui aboutirait à une plus grande séparation des fonctions politiques des fonctions administratives. Ça, c'est extrêmement important. Il y a aussi dans l'administration un autre problème qui est très sérieux, c'est le problème des nominations. Il faut encourager l'appel à la candidature. Faire en sorte que les fonctions, ou en tout cas les pans de l'activité administrative qui ont une influence sur les ménages et les entreprises, soient organisés sous forme de centre de responsabilité avec un appel à candidature pour choisir une liste des meilleurs. Et le président de la République, sur cette base-là, pourrait choisir quelqu'un qui aura une certaine légitimité. Et donc, l'action de l'administration serait plus visible. Cette réforme-là, elle est possible. Et quelqu'un l'a dit dans le sujet, éviter de faire la promotion de personnes d'un certain âge. C'est aujourd'hui la perception. Alors, quand même. La question du retour. Bon, les retraités, plus de 60 ans au Sénégal, disons, ils sont au moins 2 800 et quelques mille. Mais ces retraités-là, il faut les traiter. Il faut les traiter parce que c'est un poids parfois dans la famille. Ils ont de petites pensions, très maigres, mais c'est souvent des retraités qui traînent des maladies. Même dans les avis de décès, parfois, vous entendez, il est mort à la suite d'une longue maladie. Mais justement, après cette retraite, les gens traînent des maladies qui nécessitent des soins. Des soins permanents, des médicaments à acheter, mais qui supportent ça? C'est l'économie de la famille qui supporte ça. Donc, il faut non seulement les aider à se soigner, c'est un peu l'idée du plan Sésame, mais aussi il faut penser à une sorte de minimum vieillesse qui permet à ces gens de libérer ces jeunes qui viennent d'arriver. Parfois, il y a des arbitrages dans les familles pour soigner. Il y a le médicament du papa qui est là, il y a un jeune qui doit être soigné. En général, on soigne le papa. Donc, c'est plus de 60 ans. S'ils ont la possibilité d'être recyclés dans le circuit, il faut le faire. Mais pas pour prendre la place des jeunes, je suis parfaitement d'accord. Mais économiquement, c'est une tranche qui est importante et d'après les statistiques, ça va doubler dans les 10 ans et ça va être un sérieux problème. Vous connaissez la relation qu'on a avec les familles et tout. Alors, pour en revenir à Jérémy Ifkin, dans La Révolution industrielle, son ouvrage qui développe cette théorie-là, il explique que fondamentalement, on est dans un monde où on a une troisième révolution, où il faut combiner l'automatisation, l'énergie solaire et faire de l'ensemble des infrastructures, les bâtiments, des sortes de centrales. C'est-à-dire quand vous avez un immeuble, il faut s'organiser pour que cet immeuble-là puisse produire son électricité, puisse gérer ses déchets, puisse avoir les connexions qu'il faut, au lieu que chacun dans sa chambre puisse avoir sa connexion et tout, qu'on ait tout communalisé, enfin mutualisé, pour avoir une sorte d'économie. C'est d'excellentes idées. Un immeuble intelligent. Alors, est-ce que le gouvernement a pris conscience de ça? Je le crois. Aujourd'hui, regardez les efforts qui sont en train d'être faits pour l'énergie solaire. Il y a déjà 4 centrales, 2 qui ont été inaugurées, il y a deux autres de 30 mégawatts chacun qui sont en train d'être construites. Il y a un appel d'offres qui sera réalisé par la SFI pour 100 mégawatts. Aujourd'hui, dans le mix énergétique, les centrales peuvent jouer un rôle important. Je vais vous titiller, rien à voir avec le plan Takal. Non, le plan Takal... De M. Karim Wade, dont vous avez été le secrétaire général le plan Takal, de l'énergie. Le plan Takal n'a pas exclu l'énergie solaire, mais le plan Takal n'a fait aucun projet sur le solaire.
La loi d'orientation sur le solaire date de 2010. Les premiers projets sur le solaire sont là. Les raisons en sont bien simples. La procédure est extrêmement longue, c'est extrêmement coûteux. Et aujourd'hui, sortir 4 centrales solaires dans une période aussi courte, c'est quelque chose d'extrêmement important qui va changer la vie des populations. Donc, ce n'est pas une révolution irréversible, mais je pense que si on continue à encourager le solaire et qu'on facilite la mise en place de ces projets et qu'on se fixe un pourcentage intéressant en changeant le cadre fiscal, en facilitant par un guichet unique les procédures, ça peut fondamentalement changer les choses. Et ça va dans le sens de la démarche de Jérémy Ifkin. Et je pense que ça, c'est extrêmement important, le solaire. Et d'autres énergies renouvelables. Et l'avantage est surtout économique. Il nous reste 5 minutes. Oui, c'est l'avantage économique parce que l'État n'investit pas. C'est le privé qui investit. Et les populations, on place ces infrastructures en milieu rural. Et ça change leur vie, ça leur donne de l'électricité. Et ça libère les femmes, parce que les femmes sont pauvres en temps. Et quand tu es pauvre en temps, tu ne peux pas être alphabétisé, tu ne peux pas occuper de tes enfants, tu es obligé, pour te renforcer, de sortir tes enfants de l'école. Et ça, c'est extrêmement important. Et les femmes qui n'ont pas de moyens vont venir en ville pour être des serveuses dans les restaurants ou bien des domestiques, etc. Donc, ça fixe les populations. En fixant les populations, on réduit l'exode rural, on enrichit, on change les conditions de vie des populations. C'est une démarche extraordinaire. Mais il faut que ça soit suivi et développé. Et c'est créatrice. C'est une démarche qui crée aussi des emplois pour les jeunes ruraux. Combien de jeunes ruraux vous rencontrez dans les villes? Partout, c'est des jeunes ruraux. À la Tabaski, vous voyez plus personne dans les villes parce qu'ils retournent là-bas. Donc s'il y a des infrastructures et des initiatives de ce genre, je pense qu'on ne peut pas dire que ce n'est pas compris. Oui. Donc le problème, c'est de se mobiliser pour participer à cette belle initiative dans la transparence et pour l'intérêt du Sénégal. Il y a une question sur le pétrole, là. Oui, alors, sur le pétrole, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'amont pétrolier. J'ai beaucoup travaillé sur l'aval pétrolier. Donc, après avoir foré, donc les puits, je ne connais pas. Comment on fait pour... Non, ça, ce n'est pas mon domaine. Mon domaine, le produit est là. Comment il est échangé, comment il est calculé, comment, etc. Alors, aujourd'hui, par rapport aux découvertes, je pense que la première interrogation, c'est de savoir qu'allons-nous faire de ce pétrole-là. Il faut arbitrer. Ensuite, quels sont les investissements pour permettre à ce pétrole de nous profiter? Est-ce qu'on met des plateformes pour l'exporter? Est-ce qu'on met des plateformes pour l'utiliser? Est-ce qu'on fait une autre analyse de notre aménagement du territoire pour imposer l'utilisation du gaz partout? C'est des arbitrages qu'il faut faire. Et le cadre existe, c'est le COS. Oui. Le comité d'orientation stratégique sur le pétrole permet de le faire. S'il y a un consensus et que tout le monde se retrouve dans ce comité, quand je dis tout le monde, je parle et pouvoir et opposition. Parce que pour garantir la transparence, il n'y a pas mieux. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Je ne sais pas qui est dans le COS et qui n'y est pas, mais mon point de vue, pour le moment, ce n'est pas le cas. Mon point de vue, c'est que c'est une richesse nationale et un consensus doit être trouvé autour de cette question-là pour adresser les préoccupations et les attentes des Sénégalais. Éclairage sur le pétrole. Le contrat qui a été signé par M. Karim Wade, ministre de l'Énergie, il me semble que vous étiez secrétaire général de ce département au moment de la signature de ce contrat avec Petrotim. Vous pouvez nous en parler, nous éclairer? Alors, je vais vous dire, j'ai été secrétaire général d'un ministère. Je pense que quand j'étais secrétaire général, j'ai travaillé avec 4 ou 5 ministres, dont Karim Wade, il y a Morgom, M. Morgom, j'ai travaillé avec Mme Mam Astougueye, j'ai travaillé avec Ibrahim Assar, donc le secrétaire général, il est le secrétaire général d'un ministère. Donc je pense que pour éviter toute confusion dans ça, il faut peut-être le préciser et je pense qu'il faut justement dans la délimitation des fonctions que les fonctionnaires soient vraiment protégés, qu'on ne les mêle pas dans des dossiers dans lesquels ils ne sont pas mêlés. Ça, c'est un.
Deuxièmement, je n'ai pas de titre pour traiter ce dossier. Si je devais traiter ce dossier, j'aurais demandé tous ces documents-là, je les aurais analysés et je vous aurais donné un point de vue d'expert. Vous n'auriez pas signé ce contrat? Je n'ai pas été dans une position où je devais signer ou ne pas signer. Et j'ai toujours l'habitude de prendre mes responsabilités dans la transparence. Et donc, n'ayant pas de titre pour me prononcer, n'ayant pas tous les éléments pour le faire, le jour où j'aurai ce titre-là, je me prononcerai. Ne vous en faites pas. Très bien. Une fleur quand même, une fleur plutôt à Madame Samb, hein, de la première administrative de Trait-de-Pointe. Un mot, hein, n'est-ce pas? Surtout sur l'administration, sa modernisation, la dématérialisation. Vous avez beaucoup travaillé avec Boubacar Camara sur ce sujet. Oui. Je pense que les sujets qui sont... qui sont traités ici sont très, très, très importants. Le temps ne suffit pas pour traiter. Et je pense qu'il y a une attente de tous ces jeunes. Vous attendez quelque chose. Et je pense que le plateau ne suffit pas. Oui. Génération Y a une lourde responsabilité, à mon avis. Il faut continuer encore à réfléchir et à approfondir pour faire le lien entre le développement, la formation et le chômage. Aujourd'hui, je suis chef d'entreprise après avoir été un haut fonctionnaire, mais je vous assure que les jeunes qui sortent aujourd'hui, et ils parlent d'employabilité, souvent ne savent pas travailler. Et ça, c'est une grosse équation. C'est une très, très, très grosse équation. Un professeur en a parlé. Je suis tout le temps en train de regarder les jeunes en me disant, bon, à partir du CM2, c'est à partir de là-bas qu'il faut commencer la formation. Et je m'amusais à dire, CM2, il y a une formation à partir de la 3e, du bac plus 2. Ça, c'est particulièrement important. Et à mon avis, le développement devra tourner autour de ça. Autour de quelle filière? Et là, il faut que l'État nous dise quel est son modèle de développement. Vous en avez besoin. On ne sait pas. Est-ce que à partir du CM2, on doit former des techniciens de l'artisanat, comme le Maroc? Si l'État veut former des techniciens de l'artisanat, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Il y a l'artisanat, il y a les bâtiments, tout ce qu'il disait là. Il y a la pêche, il y a tellement à faire. Je pense que Génération Y doit approfondir ses réflexions autour de ces métiers, autour du développement, pour qu'on sache sur quoi on doit former les jeunes. C'est trop long à développer. Oui. Pour ce qui concerne l'administration, je pense qu'on en a beaucoup fait. Nous, on a toujours rêvé d'une administration de développement, une administration forte, qui peut, efficace. Et je pense que, quand même, en Afrique, le Sénégal n'est pas en reste. Bon, je ne voudrais pas insister sur Trait-de-Pointe. Je pense que Boubacar en a parlé. Il y a des gens qui se sont battus, qui ont tout fait pour que l'administration soit efficace. Et des jeunes aujourd'hui, comme vous, sont en train de continuer ce flambeau. Et dans d'autres cas. Je pense que, Mahmoud, vos émissions sont très, très intéressantes. Malheureusement, le temps ne suffit pas. C'est des réflexions qui sont très, très fortes. Merci, Madame Samb. Boubacar Camara, on termine cette émission après avoir écouté Madame Samb. On termine cette émission avec le ferme espoir. Nous sommes tous conscients que nous sommes dans un pays qui a encore des chantiers ouverts et qui a besoin de les réussir pour que la jeunesse puisse jouer sa partition. On termine cette émission avec le ferme espoir que cette jeunesse-là qui constitue la majorité, qui est la force, doit comprendre qu'être né en Afrique, être né au Sénégal, c'est déjà une chance.
Et la naissance, déjà, est une victoire. Et la défaite, c'est quand on dit qu'on a perdu. Il faut commencer par dire que nous devons gagner. Et il y a deux choses que j'entends souvent qui me plaisent beaucoup. Que nous devons gagner. Que nous devons mettre de l'avant l'intérêt de l'État par rapport à l'intérêt particulier. Et si les jeunes comprennent tout ça, ils doivent se dire qu'il faut résister et rembourser. Merci, Boubacar Camara. Merci à toute la rédaction pour ces différents sujets tournés au cours de cette émission. Merci à Tonton Mag et à toute l'équipe technique autour de lui. Rendez-vous dans un mois. À très bientôt.